Non, les deux, c'est pour... Ouais. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله السلام ومنه السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد فاجمعنا في دار السلام. أولا بارك الله في هذا المسجد في المصلين والمسؤولين والإمام اللي جعلوا من هذا المسجد مكان للجهر بالحق ولو أنه فيه أشياء qui peuvent choquer dans certains aspects. بارك الله فيكم. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où des musulmans peuvent s'exprimer à d'autres musulmans en toute liberté. Cette conférence, سامحونا بالنسبة اللي ما يفهموش بزاف الفرنسية, mais c'est la majorité, wallahu alam, qui comprend le français. Donc cette conférence est organisée à l'occasion, c'est pas pour fêter, mais pour commémorer les 10 ans de la loi anti-voile, ce qu'on peut appeler la fatwa laïque, ou ce qu'on peut appeler la loi de prohibition, la formule et celle de Sarkozy, on reviendra Inch'Allah. Dans commémorer, il y a mémoriser. Sauf que nous, les musulmans, depuis presque 3 ou plusieurs siècles, à travers tous les continents, on a un problème de mémoire ou dans la mémoire. Pourtant, le souvenir et le rappel sont un impératif coranique. La majorité du Coran, c'est du souvenir, c'est du tadhkir, et c'est ça qui nous manque. C'est pour cela, nous les musulmans, nous ne cessons de répéter nos malheurs, nos drames depuis plusieurs siècles, et surtout sur la question du voile depuis presque 2 siècles. Ainsi, si vous permettez, j'aimerais, à ma façon, ibarakallahu fil ikhwa, aborder ce sujet à travers des personnes. Je vais essayer de personnifier, même si c'est politiquement incorrect, à travers un homme au sens arabe du terme, un homme au sens coranique du terme, et à travers 4 phénomènes. Les phénomènes, on reviendra Inch'Allah, c'est Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, Fadel Ahmara et Tariq Qobron. L'homme au sens arabe du terme, il s'appelle Frantz Fanon, c'est un Antillais qui était un fellaga, qui a soutenu la révolution algérienne, le FLN, etc. Et vous comprendrez pourquoi j'insisterai de parler sur lui. Ce n'est pas un musulman, mais c'est un homme au sens arabe du terme. L'homme au sens coranique du terme, elle s'appelle Zainab al-Ghazali, Rabbi yarhamha. C'est une femme qui a vécu plus de 70 ans, mais qui a donné 50 ans de sa vie, jour et nuit, à la défense de l'islam et surtout au jihad, au combat contre la dictature, contre une triple dictature, celle de Nasser, après celle de Sadat, après celle de Moubarak, qui a été emprisonnée pendant plusieurs années, qui a subi des tortures horribles, qui à elle seule, c'est une femme qui a sauvé l'organisation des frères lorsqu'ils subissaient les pogroms les plus horribles pendant la période de Nasser, qui a éduqué, qui a travaillé et qui est morte il y a presque 10 ans, en 2005. Ces obsèques ont été organisées à la mosquée Rabi' al-Adawiya, là où il y a quelques mois, le nouveau pharaon sanguinaire d'Égypte a massacré des milliers de civils. Et depuis cet événement, les personnes qui tiennent tête à la nouvelle dictature égyptienne ou au nouveau masque des Hitler, les musulmans arabes sont ceux qui massacrent souvent des peuples arabes. Ceux qui tiennent tête à cette nouvelle dictature sont souvent des femmes voilées. Mais avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais faire une précision ou une réserve qui peut choquer. Il ne faut pas réduire l'islamophobie que subissent les femmes musulmanes au voile. Sinon, on va faire le jeu des ennemis de l'islam et sinon, on va se couper d'une partie de la communauté musulmane qui sont des femmes musulmanes dignes et engagées mais qui ne portent pas le voile. Lors des événements, les femmes musulmanes, désolé parce que il y a une tentative de faire une division. Il y a toujours, lorsqu'il y a une mobilisation musulmane, il y a toujours des apprentis sorciers qui essayent de diviser ce qu'on appelle le camp musulman. L'une des dernières récentes et très dynamiques, c'est essayer de diviser entre les musulmanes voilées et les non-musulmanes voilées, etc. Les femmes musulmanes
dînes mais non voilées avec les femmes musulmanes voilées étaient très mobilisées à Argenteuil contre les agressions qu'ont subies des femmes et des filles voilées, dont l'une a perdu son bébé ou son fœtus. Ces femmes, voilées ou non voilées, étaient très mobilisées dans les rues de Paris contre les agressions d'Israël, les agressions fascistes et crimes de guerre d'Israël à Gaza. Donc, c'est juste pour schématiser, nous sommes tous d'accord que le voile est une prescription religieuse, mais il y a des femmes voilées qui ne portent pas le voile sur la tête. Il y a des femmes musulmanes qui ne portent pas le voile sur la tête, mais qui portent l'islam dans le cœur et qui portent la défense des musulmans sur les épaules, contrairement, et je le dis à bon escient, de certains de nos barbus qui passent leur temps à diviser les musulmans, à insulter les musulmans, sans rien de faire de bon. Et ce parallèle entre des femmes voilées et d'hommes barbus, avant de rentrer dans le sujet, vous pouvez le constater, il n'est pas encore visible, alhamdoulilah, ici en France, mais dans un pays comme l'Algérie, vous pouvez, ceux qui sont d'origine algérienne et qui ont suivi l'actualité algérienne peuvent le comprendre, qu'en Algérie, il y a des barbus de service, même des terroristes qui travaillent pour la dictature. On a ce qu'on appelle les groupes islamiques armés. On a au Parlement des femmes voilées voleuses. Dans plusieurs pays arabes, on a des Carolines Fourest voilées, c'est-à-dire des femmes qui blasphèment et qui font la guerre à l'islam en portant le voile. Or, en France, alhamdoulilah, le voile a encore conservé sa pureté. C'est-à-dire qu'il y a des barbus qui se sont vendus. Pour l'instant, les femmes voilées qu'on voit, elles sont sincères. Quand elles mènent des causes, elles sont justes. Elles sont souvent victimes. Elles le payent depuis une année dans des agressions physiques horribles. Mais pour l'instant, le voile en France conserve sa pureté. Et en France, l'État français a conservé sa gestion coloniale du voile. Parce que le voile ne constitue pas seulement des épisodes dans un feuilleton islamophobe. C'est plus grave que cela. Les attaques contre le voile ou contre la femme musulmane représentent de nouvelles batailles dans une guerre qui dure depuis presque 2 siècles contre la femme musulmane, dans une croisade anti-femme musulmane qui est la vitrine de la croisade anti-musulmane. Pour démontrer ceci, on peut lire ce qui a été écrit sur la colonisation française de l'Algérie. Et là, je cite le nom avec lequel j'ai commencé mon propos, celui de Frantz Fanon. Frantz Fanon, un Antillais, donc pas musulman, qui a combattu avec les Fellagas, a écrit en 1959 un livre qui s'appelle L'an 5 de la Révolution. Il a consacré tout un chapitre qui s'appelle La bataille du voile et dans lequel il décrit avec des notes comment la France a utilisé la guerre contre le voile, contre la femme musulmane, pour déstabiliser la communauté musulmane algérienne, pour la fragiliser et lui permettre et faciliter sa colonisation. Il y a tout un chapitre, il parle des notes, ce qu'ils appelaient avant les deuxièmes bureaux. Les deuxièmes bureaux, c'est eux qui géraient la question arabe et sa thèse a été reproduite après par un livre, c'est le plus célèbre de Frantz Fanon, qui s'appelle Les damnés de la terre, qui a été préfacé d'ailleurs par Jean-Paul Sartre, qui représente l'un des prophètes des laïcistes ici. Mais juste pour vous dire ce que nous vivons maintenant, il a été déjà expérimenté, mais comme nous, on a un problème de mémoire, on est attaché qu'à l'actualité, qu'au buzz, et on oublie que tout a été utilisé, qu'il y a une expérience, qu'il y a une continuité dans cette politique, croisade, appelons-le comme on veut, concernant la guerre contre l'islam avec l'attaque spécifique contre la femme musulmane. Ainsi, l'objectif de l'establishment, qu'il soit la colonisation française d'il y a 130 ans ou l'establishment actuel, c'est fragiliser les musulmans à travers la question féminine. Le voile, techniquement, ce n'est qu'un mètre carré de tissu. Mais c'est une obsession française depuis plus de 2 siècles. La formule, ce n'est pas la mienne, elle est aussi celle d'un non-musulman. C'est un député socialiste qui s'appelle Christophe Carèche qui avait publié une tribune dans Libération qui s'appelle « Le voile, une obsession musulmane ». On va essayer de faire juste un petit exercice de mémoire.
le voile est devenu une actualité récente française en 1989 avec, vous vous rappelez, l'affaire des élèves de Creil. On est en 1989, les élèves de Creil. Récemment, on a eu l'affaire de la babysitter de la crèche Babylou à Chanteloup-les-Vignes. On a eu l'affaire de Diams qui a été lapidée médiatiquement le lendemain de son port du voile. On a eu l'affaire des 2 lycéennes il y a 3 ans à Saint-Ouen qui ont été exclues de l'école parce qu'elles avaient des robes longues. Récemment, on a eu l'affaire du gym de Rincy qui a été fermé parce que soi-disant c'était des femmes voilées qui le géraient, qui a été fermé par un ex-député qui s'appelle Éric Raoul, qui a été répudié par sa femme pour cause de violence conjugale. On a eu d'autres affaires de voile plus graves parce qu'il y a eu des mamans qui ont été humiliées, à qui on a refusé d'accompagner leurs enfants dans des sorties scolaires parce qu'elles étaient voilées. Il y a eu les polémiques sur le voile à l'école, sur le voile au travail, etc. Et à chaque fois, à travers ces polémiques, qu'on oublie parce que ça fait l'actualité, ça remplit les médias et après on tourne la page. Évidemment, on a la nausée, on a envie de tourner les pages. Mais dans toutes ces polémiques, qui peut faire la comptabilité? Combien de femmes ou de filles musulmanes ont été humiliées devant leurs collègues, devant leurs copines de classe, devant leurs voisines, devant la France entière? Combien de femmes musulmanes ont été humiliées socialement? Combien de femmes musulmanes ont été lapidées médiatiquement, politiquement? Combien de bûchers anti-voile on a allumés? Sans parler des organisations qu'on crée ad hoc juste pour combattre la femme. On a oublié, et c'est pour cela qu'on va revenir dessus, il y a en 2002, l'establishment avait créé, on a fabriqué les Ni putes ni soumises avec Fadel Ahmara, on a oublié, qui se rappelle maintenant de l'Iranienne Javan, qui a écrit un livre, Pas les voiles, et qui a occupé pendant presque 2 ans les médias, qui se rappelle maintenant de la Somalienne Ayanir Chiali, qu'on a invitée pour parler de la barbarie du voile, et après, il s'est avéré que c'était une menteuse, parce qu'elle était députée somalienne qui a menti pour avoir des papiers. Là, on nous a inventé un nouvel avatar qui s'appelle les Femmes. À chaque fois, on nous invente une panoplie de poupées gonflables remplies avec la haine et qu'on lance du jour au lendemain pour vomir la haine contre la femme musulmane et contre l'islam en général. Mais ils ont su quelque chose qui est spécifique au monde, à l'homme arabe, c'est que la femme est le talon d'Achille de l'homme. Quand on s'attaque aux femmes et ils n'arrivent pas à se défendre, on l'a tué de l'intérieur, pardonnez-moi l'expression, on l'a émasculé. C'est pour cela, depuis 2 siècles, à chaque fois qu'on veut fragiliser les musulmans, on s'attaque aux femmes. Mais c'est un processus, ça ne veut pas dire qu'il y a un ennemi compact qui veut s'attaquer aux musulmans. Et c'est pour cela, en 2001, ça aussi c'est des choses qu'on a oubliées, il y avait quelqu'un qui pour nous est le prophète de l'islamophobie, celui qui a fait exploser l'islamophobie. Il s'appelle Nicolas Sarkozy. En 2001, il avait publié un livre qui s'appelle « La République, les religions et l'espérance ». Dans ce livre, il écrit, et ça va vous surprendre, il écrit noir sur blanc pour défendre les femmes voilées contre le regard qui peut les blesser. On n'est pas dans des phénomènes qui existent maintenant, des agressions physiques. On a quelqu'un qui veut devenir président, et pour devenir président, il dit « je suis l'avocat des musulmans ». Il écrit un livre pour défendre les femmes voilées, qu'il faut respecter leur voile, qui était pendant 2 ans contre la loi de 2004, celle qui nous rassemble aujourd'hui. Il a appelé cette loi, il a écrit noir sur blanc, une loi de prohibition. Après, il a changé. Ça, c'est un autre sujet. Comment quelqu'un qui était de notre côté devient l'un de nos pires ennemis. Ça, c'est un travail d'introspection de nos fers. Mais l'une des explications, c'est qu'on a créé entre-temps Ni putes ni soumises. Lorsqu'il y a eu la commission Stasi, la majorité des gens qui siégeaient à la commission étaient contre l'interdiction du voile à l'école. Il y a eu un travail de propagande parce que les ennemis de l'islam travaillent
et les musulmans et leurs représentants ne travaillent pas. Donc ils ont fait qu'ils ont réussi à leur faire retourner la veste. Parmi les éléments qui ont fait que les élites françaises retournent leur veste, on a créé quelque chose qui s'appelle Ni pute ni soumise. On l'a fabriqué le lendemain d'un crime barbare qui s'est passé dans une cité de Vitry-sur-Seine. C'était, je crois, le 4 avril 2002. Une victime musulmane qui s'appelle Sohan Benzid a été brûlée vive par une crapule musulmane. Les ennemis de l'islam ont utilisé ce fait divers pour créer Ni pute ni soumise, et les musulmans ont créé à la manipulation. C'est-à-dire nous, parfois dans des réactions, on se donne le bâton pour se battre. Ce crime barbare doit être condamné par tous les musulmans. Cette crapule qui a brûlé vif cette jeune fille doit être abominée par tous les musulmans. Les imbéciles, parce qu'il y avait lors du procès des garçons et des filles de banlieue qui l'ont applaudi, ça aussi c'est à condamner. Il ne faut surtout pas qu'on soit toujours dans une réaction défensive ou parce qu'il y a une manipulation, une escroquerie comme Ni pute ni soumise, ça nous pousse à refuser d'admettre nos erreurs. C'est-à-dire il y a parmi nous des racailles qui sont nos propres ennemis. Il faut les condamner autant que les politicards, laïcards qui essayent d'utiliser l'islamophobie comme pour stigmatiser les musulmans. Fadel Ahmara a fait un grand travail de propagande. Elle était destinée pas pour les musulmans, mais pour l'opinion publique française, pour le dire, regardez les musulmans, les arriérés, les barbares, c'est nous les victimes, et de nous, c'est toujours l'approche colonialiste. Ils l'ont remerciée, elle a été nommée ministre, secrétaire d'État. Après, ils l'ont dégagée. Tout le monde sait que maintenant, elle rase les murs, parce qu'elle ne veut pas qu'on lui crache dessus. Mais ce n'est pas parce que Fadel Ahmara a été éjectée qu'on n'a plus de personnes, de politiques, qui crachent sur les femmes musulmanes et sur l'islam en général. On a deux personnes avec lesquelles j'aimerais terminer mon propos. On a Manuel Valls et on a Tariq Qubro. J'aimerais que vous m'écoutiez sans préjugés, parce que c'est dans ma vision à moi, les pires ennemis des musulmans sont des musulmans. Je vous ai parlé de Sarkozy, comment il était, comment il est retourné. Il y a quelque chose qui n'a pas été très médiatisé. Il y a, pour ne pas me tromper de la date exacte, le 7 février 2013, Manuel Valls a déclaré sur Europe 1, et ça c'est consultable, que le voile qui interdit aux femmes d'être ce qu'elles sont doit rester pour la République un combat essentiel. La police, quand elle entend ça de leur ministre hiérarchique, peut le traduire: la République doit combattre les femmes voilées. Les fachos, quand ils entendent de cela, ils peuvent dire: la France doit abattre des femmes voilées. Depuis cette déclaration, les agressions physiques contre les femmes voilées ont explosé. On ne va pas faire de lien de cause à effet, mais c'est un fait. On a un ministre qui prend de tels propos, mais on va revenir. Mais le pire des ennemis, c'est les musulmans. On a quelqu'un qui se prétend être le grand imam. Évidemment, c'est un titre qui n'existe pas en islam, mais moi aussi je peux me dire que je suis le nouveau grand moufti. Il y a quelqu'un qui s'appelle le grand imam de Bordeaux, qui a déclaré en 2009, et ça a blessé beaucoup de femmes voilées, beaucoup de femmes musulmanes et beaucoup de musulmans. Il a dit sur le site lemonde.fr, je vous donne la date exacte, comme ça vous pouvez, ceux qui veulent vérifier, c'était le 15 octobre 2009. Il a écrit « Mets ton foulard dans ta poche ». 4 ans après, dans le même journal, dans le même Monde, il a publié une tribune qui s'appelle, le titre « Une visibilité musulmane discrète ». C'est-à-dire en 4 ans, on a quelqu'un qui a une grande mosquée, qui a été même marginalisé par l'organisation à laquelle il appartenait, qui s'appelle UIF, qui est en train de faire ce que même les ennemis de l'islam ici en France n'osent même pas dire. Quelqu'un qui, dont la femme et les filles sont voilées, qui dit publiquement aux femmes voilées, l'expression elle est presque vulgaire,
mets ton foulard dans ta poche. Je ne sais pas si vous pouvez, évidemment, nous ne sommes pas des femmes, on ne peut pas ressentir ce que peuvent ressentir une femme voilée qui déjà peut-être dans sa famille, le père et les frères lui demandent d'enlever le voile, dans son entreprise on lui demande d'enlever le voile, et là on a un imam très médiatisé qui va dire à cette sœur, mets ton voile, ton foulard dans ta poche, et après pendant 4 ans il alimente ses discours, arriver jusqu'à théoriser l'intériorisation des musulmans, qui est synonyme d'infériorisation. Parce que dans l'article que je viens de citer, qui s'appelle « Pour une visibilité musulmane discrète », publié le 3 octobre 2013, il écrit, je vais le citer, « Le couvre-chef de la musulmane n'est pas comme une kippa, n'est comme une croix, il n'est donc pas un signe religieux. » On dirait que c'est un rabbin qui parle, ce n'est pas un imam. C'est-à-dire, la kippa, c'est un signe religieux, et le voile, ce n'est pas un signe religieux. Là, on est au-delà, pour les gens qui connaissent l'aqida, cette pensée s'appelle l'irja, qui est la base, lorsque les musulmans ont commencé à s'éloigner de la religion, la base qui a déstabilisé l'islam, c'est l'irja, c'est-à-dire ce qui compte, c'est la foi. Ce que tu as dans le cœur, peu importe si tu portes le voile ou si tu ne le portes pas. Mais qu'un imam devient le chef de la stigmatisation des femmes musulmanes qui sont les plus fragiles, ça c'est en soi un abject. Et le pire, je vous le lis maintenant, il écrit dans cet article, je vais lire parce que j'aimerais pas trahir celui qui trahit l'islam, l'ostentation islamique, le voile islamique est passé à l'ostentation esthétique d'un objet de pudeur à un objet de séduction, une tendance. Des filles qui portent le foulard avec un pantalon serré ou des vêtements moulants ou transparents. Vous avez un imam qui utilise des termes de racaille pour stigmatiser et diaboliser les musulmanes. Là, on n'est pas dans le cadre seulement de l'islamophobie, on est dans le pur sexisme. Il y a pour certaines racailles ou obsédés, peu importe leur religion, la femme, elle est tentatrice même si elle est voilée. La femme, elle est coupable, même si elle est violée. Quand on lit Tariq Kobro, pardonnez-moi de le dire fraîchement, on dirait que ce DSK qui écrit son discours lorsqu'il s'adresse aux femmes musulmanes. Et ce Kobro n'a pas été le Kobro d'il y a 15 ans. En 2002, Tariq Kobro avait publié avec Leila Babès un livre d'entretien dans lequel il dit « Le hijab, c'est une prescription religieuse ». Je le cite pour ne pas le trahir en carton. Le livre, c'est avec Leila Babès et c'est la page 216. Il écrit « Le khimar cachant les cheveux et le cou et le hijab qui cache décemment le reste du corps sont des prescriptions vestimentaires divines qui ne sont abrogées par aucun autre texte. » Donc, en 12 ans, soit Rabbi, soit Allah a fait une nouvelle révélation pour dire le voile, ça y est, c'est plus une prescription, soit le diable a eu les domiciles à la bouche ou au cœur de ce supposé imam. J'aimerais surtout insister sur ce fait parce que nos pires ennemis sont parmi nous, sont les musulmans. Et dans le cas, quand on voit quelqu'un, ce qu'il disait il y a 15 ans, pire, lorsqu'il y a eu l'affaire de Creil, Tariq Kobro faisait partie des gens qui disaient aux filles sacrifiez l'école mais n'enlevez pas le hijab. C'est-à-dire vous avez un homme qui était barbu à l'époque, maintenant il a une barbe plus taillée, qui était imam, il est toujours imam, qui disait aux filles musulmanes il faut vous rappeler l'atmosphère, la violence que ces filles voilées subissaient à l'école. Parfois c'est leurs parents qui leur demandaient d'enlever le voile. Et elle dit non, le voile c'est une prescription religieuse, je ne vais pas l'enlever. Et là, on a un imam qui va leur dire « T'as raison ma soeur, t'as raison ma fille, il ne faut pas l'envoyer, il ne faut pas l'enlever. » Je dis envoyer par lapsus, c'est comme si on l'a envoyé cet imam. Donc il dit aux filles « N'enlevez pas le voile, vous avez raison, sacrifiez l'école, ne sacrifiez pas la religion. » 10 ans ou 15 ans après, il leur dit « Non, le voile ce n'est pas une prescription religieuse, il faut une visibilité minime des musulmans, il faut raser la barbe, enlever le voile et raser les murs. » Regardez dans quelle déchéance on est arrivé. En 15 ans, la déchéance, elle est identifiée par ce imam Tariq Kobro. Et cette déchéance, elle est la nôtre. Parce qu'en 15 ans, le voile est le miroir de la déchéance des musulmans.
En 15 ans, on a des gens, on a Cheikh Ahmed Jaballah, Rabbi Hafdo, qui a écrit une lettre au Premier ministre de l'époque qui s'appelle Rocard, Michel Rocard, pour défendre le voile à l'école. On a l'IOIF qui avait qualifié publiquement, officiellement, la loi anti-voile à l'école. Il les a comparés au décret de Vichy. 15 ans après, on a quelqu'un qui dit le voile n'est pas une prescription religieuse et qui stigmatise, qui se moque des femmes voilées. Vous voyez la déchéance de notre État en tant que communauté. Il y a 15 ans, je vous ai cité le cas de Manuel Valls avant de devenir l'un des chefs de l'islamophobie, qui défendait les filles voilées, qui était contre l'interdiction du voile à l'école. 15 ans après, on a un ministre de l'Intérieur qui est contre le voile à l'école, qui est contre le voile à l'université. Même la ministre des Universités est contre l'interdiction du voile à l'école. On a un ministre de l'Intérieur qui est contre le voile dans les services publics, dans les crèches. Mais pire, parce que lui, il a soutenu l'affaire Baby Lou. C'est le seul ministre, lorsque Baby Lou a gagné contre la femme voilée, qui l'a remercié. Et lorsqu'il y avait la première décision de justice qui donnait raison à la femme voilée, il a dénoncé la justice. On a un ministre qui dénonce la justice lorsqu'elle est favorable aux musulmans. Mais le pire, c'est qu'on a un ministre de l'Intérieur qui est aussi contre le voile dans les maisons des femmes musulmanes quand elles exercent le métier de babysitter. S'il y a une femme musulmane qui reçoit des enfants qu'elle garde comme babysitter, lui, il est contre. Il faut que l'enlever. Et c'est ça qu'il faut garder en l'esprit, c'est qu'en 15 ans, c'est ça le voile, au-delà qu'en France, c'est encore le symbole d'une pureté par rapport aux pays arabes, c'est le symbole d'une résistance contre les ennemis de l'islam, c'est que le voile est le miroir de nos défaillances, de notre, pardonnez-moi l'expression, de notre lâcheté, de notre décadence. Et si dans les 15 années prochaines ou les 10 années prochaines, si on va se revoir, notre État ne soit pas, si nous, musulmans, en tant que communauté, ne voulons pas que notre État soit semblable à l'État de l'Algérie sous occupation française ou à l'État de certains pays arabes où l'islam est en train de partir, nous, musulmans, nous devons nous comporter comme hommes, soit au sens arabe du terme, soit au sens coranique du terme, mais il est indigne de notre part que ce soit seulement les femmes voilées qui tiennent tête à l'establishment. Wallahu a'lam.